de votre présence. On est très heureux de vous accueillir et d'accueillir Éric Woerth. Pour cette soirée, on vous propose une conférence suivie d'un débat et d'une ouverture à l'actualité. Nous allons donc aborder les relations entre la France et l'Inde, mais également l'actualité politique et économique. Et avec nous ce soir, pour ce grand débat, une des personnalités qui fait l'actualité, plusieurs fois ministre sous Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Il est député de l'Oise, maire de Chantilly. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Éric Woerth. Bonsoir Monsieur le Ministre. Donc je vois qu'il y a beaucoup de premières années ici dans la salle, donc je vais très rapidement retracer votre parcours pour que les gens vous connaissent bien. Donc tout d'abord, je voudrais souligner, Éric Woerth, que contrairement à beaucoup d'hommes politiques, vous n'êtes pas un professionnel de la politique. C'est vrai, quand je regarde votre parcours, je me dis que vous êtes un peu l'opposé de ces énarques certainement trop nombreux dans les couloirs des ministères. Car en effet, c'est dans le secteur privé que vous commencez votre carrière. Diplômé d'HEC, puis de Sciences Po, vous intégrez de prestigieux cabinets de conseil et d'audit où vous resterez 16 ans. 16 ans dans le monde de l'entreprise, peu de ministres peuvent en dire autant. Car il faut aussi dire, Éric Woerth, soyons honnêtes, que votre carrière politique n'a pas vraiment bien commencé. Âgé d'à peine 21 ans, vous vous présentez pour la première fois aux élections municipales à Creil, votre ville natale. Échec. Votre liste est battue et vous retournez enfouir vos espoirs brisés dans les salles de cours d'HEC. Mais vous êtes un battant, Éric Woerth, et vous persévérez. 6 ans plus tard, en 83, vous vous représentez aux mêmes élections. Échec. Again. Votre liste est battue et vous êtes coupé tout juste d'un siège de conseiller municipal d'opposition. Beaucoup se seraient découragés. Vous vous faites alors une raison et vous comprenez enfin que le bastion socialiste de Creil est définitivement imprenable. Pragmatique ou opportuniste, je ne sais pas, vous jetez donc votre dévolu sur la ville voisine de Chantilly. Ah, Chantilly, son château, ses chevaux, mais surtout ses électeurs de droite. Et là, c'est la bonne, carton plein, vous remportez les élections de 95 et devenez maire. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, vous occupez toujours cette même place et il faut le dire, vous comptez bien y rester. Grand amateur d'alpinisme, vous allez connaître une des ascensions les plus fulgurantes de votre vie. Et c'est en tant que salarié du RPR, l'ancêtre de l'UMP, que vous vous faites un nom sur la scène politique nationale. Tout d'abord spécialiste des questions financières, puis directeur administratif et financier, vous gravissez une à une les marches du premier parti de France pour devenir en 1993 secrétaire général de l'association de financement de la campagne de Jacques Chirac. D'ailleurs là, vous allez connaître Alain Juppé, un de vos mentors, qui vous emmènera par la suite dans son cabinet à Matignon, une fois nommé Premier ministre. Las de fréquenter les hommes politiques sans en être vraiment un, vous faites le pas et entrez dans l'arène en 2002 en vous faisant élire député de l'Oise. Et vous fondez d'ailleurs dans la foulée le club de la Boussole. Alors non, ce n'est pas un bar pour bobos parisiens du 6e arrondissement, mais un club de 38 députés UMP qui apportent leur soutien à Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, les fidèles parmi les fidèles. Et Jean-Pierre Raffarin se souviendra d'ailleurs de vous en 2004, puisqu'il vous nommera secrétaire d'État à la réforme de l'État dans son 3e gouvernement. Ce sera votre premier poste au gouvernement. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que vous connaissez Nicolas Sarkozy, pour qui vous présiderez l'association de financement de la campagne de 2007. Après la victoire, François Fillon vous nomme ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Vous êtes alors chargé de plusieurs dossiers épineux, parmi lesquels la fusion des impôts et du trésor public, et ou encore la lutte contre l'évasion fiscale. Vous vous occupez également du budget des réformes sociales que vous menez à bien, là où beaucoup avant vous se sont cassés les dents. Vous forcez l'admiration de tout votre camp, la droite applaudit l'élève modèle du gouvernement. La débâcle de l'UMP au régional de 2011 est l'occasion rêvée pour Nicolas Sarkozy de vous témoigner sa confiance. Vous devenez donc ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. En tant que tel, vous êtes chargé de mener la plus importante réforme du quinquennat, la réforme des retraites. Une occasion pour le chef de l'État de mettre son spécialiste des chiffres à l'épreuve. De nouveau, votre travail est apprécié au plus haut niveau de l'État.
Votre code de popularité est à son apogée lors de l'annonce de la réforme le 7 juin, et le tout Paris vous voit déjà remplacer François Fillon à Matignon. Mais l'euphorie retombe très vite. Hasard ou coïncidence, le même jour, Mediapart vous met en cause dans ce qui deviendra l'affaire Bettencourt. La presse de gauche crie au scandale, les socialistes demandent votre tête, mais le gouvernement fait bloc autour de vous. Vous déclarez en octobre 2010 « On a voulu me briser, mais je résiste ». Vous ne résisterez malheureusement pas éternellement et démissionnez finalement du gouvernement le 13 novembre 2010. Une longue ascension pour un décrochage fracassant. Vos détracteurs vous croient mort. Mais depuis plusieurs mois, Éric Woerth, vous êtes partout. Plateau télé, radio, journaux. Vous êtes encore demain matin sur Europe 1 avec Jean-Pierre Cabache, donc merci d'être là ce soir. Qu'on se le dise, l'homme de confiance de Nicolas Sarkozy est de retour parmi les ténors de la droite française. Vous démontrez à ceux qui ne croyaient plus en vous qu'en alpinisme comme en politique, tant que le dernier piton n'a pas lâché, il est toujours possible de reprendre l'ascension. Merci d'être avec nous ce soir, Éric Woerth. Simplement pour vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous. C'est vrai que Éric Woerth était déjà venu il y a quelques années pour nous parler à l'époque de l'Union européenne, de la promotion de l'Europe. Aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'Inde. Je vois que les horizons s'élargissent. En tout cas, nous sommes vraiment honorés que vous soyez avec nous et pour partager de l'expérience avec nos élèves. Les témoignages de personnes comme vous sont toujours appréciés. Donc, merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invité et convié aussi pour votre introduction. Moi, je vais vous parler un tout petit peu. J'interviens assez régulièrement dans les écoles, un petit peu partout en France, au gré des invitations, parce que ça permet de discuter. Les thèmes peuvent varier d'ailleurs d'une école à l'autre. En général, très vite, on parle de l'actualité et c'est aussi, me semble-t-il, intéressant. J'espère pour vous, en tout cas, aussi pour moi. Je suis très évidemment attaché à ce département de l'Oise. Je suis né à Creil. Ma mère est née à Chantilly. En réalité, ce n'était pas une opportunité. C'était une affaire familiale. Je suis certain que l'électorat convenait mieux. Mais je suis persuadé que j'aurais gagné Creil si il était resté. Je me dis que j'aurais pu peut-être gagner. Ça peut être le cas. Vous pouvez toujours essayer. Je vais y réfléchir. Je vais y penser. Et je voudrais vous parler de l'Inde, bien loin de l'Oise, encore que j'imagine que peut-être que l'Institut La Salle, il a déjà un certain nombre de relations, évidemment, avec nos amis indiens. Pourquoi vous parlez de l'Inde? Tout simplement parce que j'ai fait un rapport, lorsque je suis revenu à l'Assemblée nationale, après mon départ fracassant du gouvernement, je suis rentré à la Commission des Affaires étrangères. Je m'étais dit, au moins, en regardant le vaste monde, je serais plus tranquille qu'en regardant la France. Donc je suis parvenu dans la Commission des Finances, et j'en ai profité pour faire ce rapport avec un collègue qui est très compétent sur l'Inde. Et puis maintenant, je suis revenu à la Commission. Et je crois vraiment que l'Inde est un sacré partenariat possible, en tout cas un potentiel tout à fait fabuleux pour la France, et qu'il est ce potentiel assez mal connu. D'abord, l'image de l'Inde, c'est une image, au fond, on ne sait pas très bien, entre Bollywood, Mère Teresa, la misère, les villages sacrés, la surpopulation, mais aussi l'informatique et les services. Donc il y a une image assez compliquée en réalité. L'image de la colonie anglaise, de l'Empire britannique continue un peu à demeurer. En France, on a ce rappel de nos comptoirs, Pondichéry, etc. Tout ça crée une image au fond assez brouillée. Et puis il y a aussi dans cette image une contradiction, pas une contradiction, mais quelque chose qui affaiblit d'une certaine manière l'image de l'Inde, c'est qu'on la compare souvent à la Chine. Et en France, on préfère investir en Chine. On préfère concentrer ses moyens, et c'est vrai pour les entreprises, et probablement pour ceux qui vous embaucheront à la fin des études, elles sont souvent implantées en Inde, mais elles préfèrent de beaucoup le marché chinois, même si, en réalité, le marché indien, il a du retard. Probablement, l'Inde a une quinzaine d'années de retard sur la Chine, mais le potentiel de développement est tout à fait extraordinaire. Donc on a besoin de mieux connaître l'Inde pour certainement mieux s'en rapprocher. Juste un mot sur ce potentiel. C'est la plus grande démocratie du monde. Donc ça devrait nous rassurer d'une certaine façon. On a envie de travailler avec des démocraties. Ça peut quand même changer que de travailler avec des pays qui n'en sont pas. La Chine n'est pas une démocratie, l'Inde est une démocratie. Alors c'est une démocratie un peu torturée. C'est une démocratie compliquée, très procédurière. Je
je ne vous conseille pas immédiatement aux équipes de passer de vouloir créer une entreprise en Inde. C'est extrêmement compliqué, la bureaucratie est très forte, la corruption est aussi très importante, et l'instabilité juridique, le poids des lobbies est absolument gigantesque. Bref, c'est assez lourd, c'est quelque chose d'un peu difficile. Il progresse, mais il progresse lentement là-dessus. Mais c'est la plus grande démocratie du monde. C'est aussi le plus grand pays du monde. Enfin, la Chine est encore plus peuplée que l'Inde, mais dans quelques années, dans 10 ou 15 ans, l'Inde sera plus peuplée que la Chine. C'est des pays qui dépassent le milliard d'habitants. Tous les 4 ans ou 5 ans, la population indienne s'accroît du nombre de la population française. Donc ça nous remet évidemment immédiatement à notre place par rapport à ce type de pays continent. C'est un état de droit, je l'ai déjà dit, même s'il est très procédurier. Il y a aussi en Inde un deuxième élément de potentiel qui est, je trouve, extrêmement important, c'est le potentiel économique, pour faire bref. L'Inde aujourd'hui, c'est un pays un peu pour vous, parce qu'il y a 28% du PIB qui est un PIB encore agricole, et tout est à faire, dans tous les domaines de la production agricole et de l'organisation de la production agricole, jusqu'à l'organisation d'une industrie agroalimentaire, en passant par tout ce qui relève de la logistique, du stockage, des infrastructures, de la recherche, de la santé. Donc tout est à faire. Et donc là, il y a un potentiel gigantesque, potentiel pour le marché indien lui-même, et puis potentiel d'exportation sur l'ensemble des pays d'Asie. Et puis ce potentiel économique, en dehors de l'agriculture, est très représenté dans les services. L'Inde pèse peu de choses dans le domaine de l'industrie, mais pèse beaucoup de choses dans le domaine des services. Moi, j'ai rencontré, je connais bien les gens de Capgemini, quelqu'un comme Paul Hermelin, qui est maintenant le président de Capgemini, après le fondateur historique qui s'appelait Camp. Hermelin, il a 23 000 salariés indiens, il y a un Français, je crois, 23 000 salariés indiens en Inde. Et les campus, un peu comme vous avez un campus, et j'imagine que vous aimez vivre sur un campus, comme j'avais quand j'étais à HEC, il y a aujourd'hui des campus tout à fait extraordinaires. Je suis allé chez Wipro, qui est une boîte, une société de services informatiques, qui a également des milliers de personnes sur ce campus. Vous rentrez comme dans une université. Et j'ai rencontré le fondateur de Wipro, un monsieur maintenant un peu âgé, mais qui est à la tête d'une fortune et d'un talent, en réalité, d'avoir créé cette société, qui fait qu'il est partout dans le monde, crée des services informatiques, et c'est plus uniquement des services de base, hein, c'est évidemment le développement de toute l'industrie informatique qui tourne autour de ça. Et il travaille pour l'Inde, enfin il travaille surtout pour les pays étrangers à partir de l'Inde. Donc un potentiel économique, je passe sur le secteur de la pharmacie et le secteur du médicament, ils sont très en tête dans le domaine par exemple des génériques. Donc ce potentiel est important. Alors il y a aussi des freins très puissants à ce potentiel. Et en ce moment, l'Inde, sur le plan économique, ne va pas bien. Elle connaît une inflation très forte, plus de 5 ou 6% d'inflation. Le prix des matières premières augmente beaucoup, le prix de l'alimentaire progresse à 10 ou 15 ou 18% en ce moment, pour des gens dont il y a 380 millions d'Indiens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Il y a encore de la malnutrition, probablement pas de famine, mais enfin de malnutrition. Et on voit bien que l'alimentation de base aujourd'hui connaît une telle augmentation de prix qu'il y a des révoltes sociales qui deviennent de plus en plus préoccupantes. La roupie plutôt tendance à s'effondrer, la croissance indienne, qui était très forte, hein, 10% encore il y a 3 ou 4 ans, aujourd'hui est à 4-5%. Alors pour la France, ça fait rêver. 4-5%, on signe tout de suite, hein, on prend ça et on signe. Pour un pays en développement, c'est pas formidable. Ça suffit pas, au fond, à absorber la part de richesse qu'il doit créer pour s'élever, pour créer de véritables catégories moyennes, pour entraîner le pouvoir d'achat. Tout ça ne suffit pas et les besoins sont gigantesques. Les besoins d'infrastructures sont gigantesques, absolument gigantesques. Quand la Chine doit construire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres d'autoroutes chaque année, l'Inde, quand elle fait 2 ou 3 000 kilomètres de route chaotique, c'est déjà beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a un décalage très fort et que tout est à construire. L'accès aux soins n'est pas très bon, et l'accès à l'enseignement est aussi assez mauvais, même si l'enseignement est obligatoire. Il y a plein de jeunes Indiens aujourd'hui qui, en réalité, n'ont pas accès au savoir de base, et c'est un vrai problème pour les Indiens.
Enfin, dernier petit mot, je vais en venir à la France. Il y a un environnement quand même international qui est un peu hostile. Je crois que vous avez un institut La Salle au Pakistan, si j'ai bien vu. Bon, c'est pas très bon pour l'Inde. Ils sont vraiment pas copains avec les Pakistanais. Vraiment, là, moi j'ai discuté avec l'ancien ambassadeur d'Inde en France, qui est un type tout à fait extraordinaire, et reparti dans son pays. Et aujourd'hui, non pas ministre des Affaires étrangères, mais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Et au fond, il a le vrai pouvoir des Affaires étrangères. Et quand je sens chaque fois que je parle avec lui, je pense quelqu'un de terriblement éduqué, formidable, il y a une hostilité énorme vis-à-vis du Pakistan. Le Pakistan, c'est quasiment une double partition depuis 1947, et il y a une hostilité très forte. C'est pour ça que les Indiens arment et réarment, et il y a toujours cet ennemi pakistanais, même si les relations ont tendance à se normaliser, elles sont encore loin de l'être. Et puis il y a la compétition avec la Chine, la Chine qui s'entoure de colliers de perles chinoises, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que tous les pays qui l'entourent soient au fond des affidés, et puis il reste l'Inde, avec laquelle, le moins qu'on puisse dire, la relation de confiance n'est pas là, même si le développement et les relations économiques ont tendance à aller plus vite que la relation politique. Et là, elle est très préoccupée par l'idée de tenir son rang dans le concert des nations. On a beaucoup parlé de Shining India, l'Inde qui brille. Il y a quand même l'idée que l'Inde, c'est une puissance, c'est une culture, c'est un savoir-faire, c'est autre chose, c'est pas un petit pays pauvre dans le monde, peuplé de gens un peu ésotériques, c'est autre chose, et ils ont leur place à tenir. Et la France doit, et je pense, peut aider l'Inde à tenir ce rang. D'abord, certainement, en faisant en sorte que le partenariat stratégique qu'on a signé, vous savez qu'on signe, la France signe de temps en temps, on l'a fait évidemment avec la Chine, on a un partenariat stratégique, c'est-à-dire qu'on définit les thèmes qui sont stratégiquement importants pour nos deux pays. Et nous l'avons fait, et les présidents de la République successifs qui ont été Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy se sont rendus à plusieurs reprises en Inde pour conforter ce partenariat stratégique qui tourne autour du nucléaire civil. On est en train de négocier la vente de 6 EPR en Inde. Je pense qu'on va les vendre à Jataïpur. Il y a beaucoup d'hostilité. Il y a beaucoup d'associations d'environnement en Inde. Et il y a beaucoup d'hostilité. Et depuis Fukushima, ça ne s'est pas évidemment amélioré. Mais la production d'énergie en Inde, elle est essentiellement carbonée. C'est des centrales à charbon ou c'est du gaz, mais c'est des centrales qui fonctionnent avec du pétrole. Donc c'est vraiment c'est 70% de la production énergétique, certainement en Inde. Donc il y a ce mix énergétique dont on parle aujourd'hui qui doit en Inde être absolument trouver sa source. Et les EPR que Areva pourrait construire sont évidemment excessivement importants. Alors évidemment, ils ont des lois. Ils ont des lois très compliquées, et notamment, il y a une loi qui nous met en grande difficulté, qui est sur la responsabilité civile du nucléaire. C'est-à-dire qu'au fond, s'il y a un problème dans l'usine, même si ce n'est pas vous qui l'avez construit, même si Areva, à un moment donné, a donné un constructeur indien, enfin, bref, vous pouvez être poursuivi tout le temps s'il y a un accident, alors que, évidemment, c'est tout à fait impossible, et à 100%. Donc c'est évidemment tout à fait impossible, donc il y a beaucoup de négociations là-dessus. Donc le nucléaire civil, c'est très important. Et la France, elle a permis à l'Inde de sortir, de pouvoir investir dans le nucléaire civil, même si l'Inde n'a pas signé le traité de non-prolifération. Donc elle a accepté une dérogation et fait en sorte que la communauté internationale accepte une dérogation à cela, et l'Inde nous en est très, très redevable. Le deuxième élément de ce partenariat, c'est la défense. Vous savez qu'il y a beaucoup de contrats qui sont en cours de signature, ils sont, je crois, à ma connaissance en tout cas, toujours pas signés, il faudrait qu'ils le soient un jour. On est en train de vendre 126 Rafales en Inde. Ce serait d'ailleurs le premier pays qui achèterait des Rafales, donc c'est évidemment très très important. Il y a évidemment beaucoup de retours, on appelle ça des offsets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retours sur le contrat. Beaucoup doit être commandé en Inde, beaucoup doit être construit en Inde. Mais bref, ce serait évidemment pour la France tout à fait extraordinaire. Et puis il y a d'autres contrats, on vend des sous-marins, on refait les mirages qu'ils ont aujourd'hui, des années 80. Donc il y a beaucoup de contrats de cette nature qui sont vraiment stratégiques.
il y a un travail très important entre les industries de défense françaises et puis les Indiens. Et puis le troisième niveau de partenariat, c'est l'espace, avec une recherche qui est une recherche commune sur un certain nombre de choses, et puis beaucoup de choses dans ce domaine de l'espace. Je vais passer parce que je serai trop long. Alors, il y a également un domaine très fort qui est beaucoup d'échanges intéressants dans le domaine du secteur agricole. L'Inde, c'est donc une production agricole, 28% du PIB, mais 1% représenté par les industries agroalimentaires. Donc on voit bien qu'il y a une production importante de matières premières, et puis après, la transformation, ça fonctionne évidemment pas bien du tout. Et là, il y a un travail tout à fait considérable. On voit des récoltes qui pourrissent sur place, parce qu'il n'y a pas la capacité de stocker, de réfrigérer, enfin bref, il y a toute une chaîne du froid, par exemple, qui ne fonctionne pas. Il y a des infrastructures qui ne fonctionnent pas. Et tout cela, et évidemment en France, il y a des réponses qui peuvent être faites. Et il y a, dans le domaine de l'enseignement supérieur, beaucoup de choses, beaucoup d'écoles et d'universités qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Il n'y a pas d'établissement franco-indien, donc pourquoi pas un jour, il n'y a pas d'établissement aujourd'hui franco-indien dans ce domaine. Il faut dire qu'il n'y en a pas non plus beaucoup dans d'autres domaines. Un mot sur l'enseignement supérieur, j'ai abordé par le biais du secteur agricole. Il y a aujourd'hui plein d'intentions dans le domaine de l'enseignement supérieur. Vous avez plein d'écoles françaises, des écoles, des universités qui signent des mémorandums d'intention, qui disent on a envie de collaborer, on va collaborer, on va multiplier par 2, par 3 le nombre d'échanges, et puis c'est très long. C'est très long à faire, parce que d'abord la bureaucratie indienne elle est partout, et puis les Français n'ont pas toujours les moyens de cela. Et nous avons donc, par exemple en France, très peu d'étudiants indiens. On a 2000 ou 2500, quelque chose comme ça, étudiants indiens, quand il y a plus de 100 000 étudiants indiens aux États-Unis, ou qu'il y en a à peu près autant en Grande-Bretagne. Et même les Allemands, ils ont 4500 ou 5000, 2 fois plus d'étudiants indiens, ce qui n'est pas normal, parce que c'est des étudiants de bonne qualité. On a 20 000 étudiants chinois dans nos universités. Ils ne sont pas les étudiants, pas les meilleurs étudiants, ils ne vont pas dans les meilleurs choisissent plutôt d'autres pays que les nôtres. Et nous avons, la capacité d'attirer des étudiants indiens, à mon sens, beaucoup plus importante qu'on ne le croit, sachant que la langue française est la deuxième langue apprise en Inde. Alors évidemment, une fois qu'on a parlé de l'anglais, un peu on tombe très bas, mais enfin, on est la deuxième langue bien avant l'allemand. Donc il y a un goût, il y a aussi un réseau culturel français au travers des alliances culturelles. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans beaucoup de domaines et dans lesquels on devrait recueillir, j'espère, les fruits. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'études en Inde, parce qu'il y a 6% de jeunes qui font leurs études supérieures, donc c'est rien du tout. Donc il y a là aussi un potentiel très important. Et nous, on a vraiment insisté pour que la relation économique se développe et qu'elle passe aussi et surtout par une relation, d'abord, sur le plan de l'enseignement supérieur, et créer un peu partout de véritables liens. Il y a de très bons instituts de technologie, qui s'appellent les ITT, Instituts de technologie, je ne sais plus quoi, en tout cas ITT, et c'est de très très bons instituts de très haut niveau qui valent probablement les meilleures écoles d'ingénieurs en France. La sélection est très très forte, il y en a dans des grandes villes. Moi je suis allé visiter l'ITT de Bangalore. Ça donne vraiment envie d'aller y faire ses études. C'est beau, c'est dans une végétation évidemment, très belle végétation asiatique, enfin, tout ça est superbe et magnifique. Et puis le sentiment, je l'ai rencontré, il y avait 4-5 jeunes Français qui étaient là, le sentiment aussi que les études sont d'une qualité tout à fait exceptionnelle, même si au fond l'image n'est pas encore tout à fait là. Ce n'est pas nécessairement le diplôme que vous allez chercher si vous allez chercher un diplôme à l'étranger, mais il y a un potentiel tout à fait extraordinaire. Je terminerai par cette relation économique, au fond, entre la France et l'Inde. Elle est très faible. Le niveau des échanges franco-indiens, c'est 8 milliards d'euros, donc c'est pas grand-chose, de dollars, plutôt de dollars. En Chine, c'est 48, nos relations, donc import plus export, 48 milliards en Chine, 8 milliards en Inde, donc on a un potentiel très fort. Il y a à peu près 300 groupes français, 300 sociétés qui sont implantées. On emploie entre 150 et 200 000 personnes dans des usines ou des
des établissements français. Il y a très peu d'investissements économiques indiens en France. La France fait peur. La bureaucratie française fait peur, même à la bureaucratie indienne. C'est quand même le monde à l'envers. Je pense qu'ils sont encore plus bureaucratiques que nous. Mais on a besoin d'être découverts. Et les entreprises françaises qui s'implantent en Inde, en réalité, soit répliquent ce qu'elles font ailleurs dans le monde, et au fond c'est un échec. Il y a eu l'échec de Renault, il y a eu l'échec de Peugeot à un certain moment. Aujourd'hui, ils réinvestissent parce qu'on ne peut pas plaquer des modèles existants. C'est vraiment un pays très à part. Et donc il faut avoir des produits qui conviennent à la réalité indienne. Parfois même, des constructeurs indiens s'y trompent. Et donc il faut réellement adapter ces produits. Et on ne s'implante pas en Inde pour se délocaliser et réimporter vers l'Europe. C'est très très rare. On s'implante en Inde pour le marché indien et plus généralement d'ailleurs souvent pour le marché asiatique. Voilà. Ce qui est à développer, c'est sûrement l'automobile, parce qu'ils sont assez peu équipés, et il y aura là aussi gros potentiel. Les services informatiques, les transports urbains. C'est pas transporté aujourd'hui en Inde. Les villes indiennes sont incroyablement embouteillées. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde. L'université de Delhi, vous savez combien il y a d'étudiants inscrits à l'université de Delhi? Il y a 800 000 étudiants. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, tout devient compliqué. On m'a dit que non, vous êtes encore à moins, je crois. Je suis encore un peu à moins. Ouais. C'est absolument colossal. C'est évidemment une proportion tout à fait gigantesque. Et l'université de Bombay, c'est la même chose. Et vous avez donc des encombrements qui sont absolument gigantesques. Donc il y a un vrai problème de transport. On essaie de vendre le tramway, parce que ça coûte moins cher que le métro. Toutes les entreprises françaises, de la RATP, qui est une forme d'entreprise qui a un savoir-faire extraordinaire, jusqu'à évidemment Alstom et bien d'autres, sont souvent consultés et emportent des marchés. En eau et assainissement, il y a un travail gigantesque. Là, un des grands fournisseurs d'eau français vient de prendre le premier contrat de gestion d'un réseau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une idée d'abord risquée, parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire, vous imaginez, dans les réseaux, et puis après dans la distribution, il faut que les gens paient, parce qu'ils ne sont pas toujours habitués à payer, donc il y a beaucoup de travail. Dans la grande distribution, vous ne pouviez pas avoir de grande distribution possédée par un étranger. Il fallait toujours que la personne, enfin, en tout cas avec l'entreprise, si Carrefour veut y aller, il ne pouvait pas ouvrir le supermarché qui a à Beauvais pour des raisons juridiques. Il ne pouvait le faire que sur des monomarques. Donc c'était très, très difficile. Aujourd'hui, l'Inde est en train de s'ouvrir tout doucement et permet cela. Ça veut dire que tous les commerçants, il y en a beaucoup, les petits commerçants indiens, luttent contre ça. Et donc il y a une volonté, au fond, plutôt un manque de volonté de réforme qui est encore considérable. Alors, il est déjà important en France, mais alors en Inde, il est encore plus important. Il y a une multitude de lobbies, il faut que rien ne change. Mais ils sont à la croisée des chemins parce que l'économie ne marche pas bien. Je disais 5%, un taux d'inflation quand même très, très élevé, beaucoup de difficultés sociales. Donc tout ça crée beaucoup de complications. Et le Premier ministre indien, monsieur, je n'ai jamais prononcé, enfin, monsieur Singh, Manmohan Singh, voilà, pour être exact, est apparu à un moment donné comme un grand réformateur parce qu'il avait fait les grandes réformes des années 90 en Inde, et puis aujourd'hui il est très remis en cause, et la libéralisation économique est la clé en réalité du développement indien. Elle a encore réellement besoin de s'installer. Voilà, donc un potentiel gigantesque, un enseignement supérieur de qualité mais très peu d'étudiants, des relations franco-indiennes qu'il faut évidemment maintenant développer. Tout le monde en est à peu près convaincu, mais c'est difficile à faire et il faut du temps. En tout cas pour de jeunes étudiants comme vous qui entreraient dans le marché du travail dans quelques années, c'est un pays tout à fait, ceux qui sont allés, j'espère penser à la même chose, c'est un pays absolument passionnant, avec une envie de vivre au fond, de se développer, qui est absolument fabuleuse. Et donc ça donne très très envie de regarder probablement un peu plus près. Moi j'avoue que je serai un peu plus jeune. Je pense que je serais tenté par aller tenter l'aventure professionnelle dans ce pays.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ces relations franco-indiennes et sur l'Inde en général. Merci beaucoup.